Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je reprends mon va-et-vient dans la très riche filmographie de Monsieur Claude Chabrol. Car s'il y a quelques semaines j'ai fêté les 30 ans de la cérémonie, j'ai aussi évoqué son tout premier long métrage, Le Beau Serge. Et bien ici j'enchaîne avec son second, Les Cousins, sorti l'année d'après, en 1959. D'ailleurs, Les Cousins a failli être le premier film de Claude Chabrol sur ce format-là. Mais bon, hein, pour des questions ou de timing ou d'opportunité, finalement, il a inversé l'ordre des choses. Et au casting, on retrouve le même duo pour les personnages masculins que dans Le Beau Serge, à savoir Gérard Blin. Alors là, c'est lui qui débarque, alors que dans Le Beau Serge, c'était Jean-Claude Brialy qui venait le voir. Donc ici, on inverse, mais après, les rôles sont différents. Pas forcément d'ailleurs opposés, c'est compliqué. Vous voyez Le Beau Serge, c'est vrai que Les Cousins, quelque part, c'est un petit peu son miroir autre. On n'est plus en province, là, on est dans la région parisienne. Évidemment, on va voir les rues de Paris, façon Nouvelle Vague, puisque c'est un film de la Nouvelle Vague, bien évidemment. Mais on est aussi dans des moments de discussion et dans les débauches locales d'une bourgeoisie, donc de la capitale. Alors que Chabrol fera surtout plus tard la bourgeoisie plutôt provinciale. Alors c'est très amusant parce que on a déjà ici un questionnement de ce qu'il développera par la suite. Du côté féminin, nous avons des actrices qui rejoueront chez Chabrol, notamment Juliette Méniel, bien sûr, mais aussi pour la première fois dans son cinéma, Stéphane Audran dans un rôle secondaire, mais après on sait que ça sera son égérie sur la période qui suit là. Des apparitions aussi de Geneviève Cluny qui elle ne rejouera pas chez Chabrol, et Michel Méritz qui était dans Le Beau Serge. On a aussi la présence très importante de Guy Decomble, et oui, l'instituteur dans Les 400 coups, sorti la même année, Grande Famille, la Nouvelle Vague, qui joue le libraire, et Claude Serval qui joue un petit peu le bras droit presque diabolique d'un Paul là, qui a quand même des trucs très très bizarres dans son quotidien. Je vais y revenir. Il y a aussi Laszlo Szabo, qui sera un ami de la Nouvelle Vague, qui jouera notamment dans Alphaville plus tard, qui fait un tout petit rôle là. Et il y a quelques acteurs comme Jacques Deschamps ou Jean-Pierre Moulin, tiens, la voix française entre autres, à l'époque et après plutôt, d'Anthony Hopkins et d'autres, voilà. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le synopsis. Alors, bon, c'est un principe de base très simple sur le papier. On va suivre donc quelqu'un qui vient de la province, un jeune idéaliste un peu naïf, qui a sa morale à lui, fils de maman, tout ça, qui vient suivre ses études à Paris. Il est très studieux, il bosse, Charles, mais il va découvrir un tout autre univers en débarquant chez son cousin Paul qui l'héberge. Alors lui, il est totalement oisif, il a un regard cynique, il est tout le temps en train de surjouer les choses, et il profite, on va dire, d'une certaine forme de libertinage. Oui, bien sûr, de cette vie très bobo. Et les deux donc ont le même objectif sur le papier, c'est réussir leurs études, mais il y en a un qui a l'air de plus s'y intéresser que l'autre. Bon, Charles va avoir beaucoup de mal à s'intégrer, mais bon, il a l'air quand même de vouloir s'adapter le mieux qu'il peut, sauf qu'il va tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Florence, aussi une jeune femme. Et cet amour va s'avérer très impossible car son cousin va tenter de détourner Florence de lui. C'est assez malsain. Il y a une scène très dure là-dessus. Bon. De fil en aiguille, Charles va mal se sentir. Il n'est pas à sa place. Tel justement un personnage de Balzac. Alors c'est passionnant parce que il y a quelques mois, j'ai lu Illusion perdue. Mon premier Balzac, et ouais d'ailleurs, parce que j'avais vu le film à l'époque, et je me suis dit, il faudrait que je me lance dans cette lecture-là. En commençant le film, on dirait une transposition un petit peu dans l'ère moderne de l'époque, de la fin des années 50. Et c'est exactement ça, d'autant plus que la première fois qu'il va voir le libraire, Charles, celui-ci est super content de voir enfin un jeune sérieux qui ne lit pas des romans policiers ou porno, enfin bon, une sorte de parallèle qui est fait là, et qui lui offre un Balzac, paf, Illusion perdue, qu'il n'avait pas encore lu, Charles, ça tombe bien. L'illusion perdue de Charles, c'est totalement l'intrigue principale. Alors, c'est plus une forme d'aristocratie, de truc, là, c'est une sorte de bourgeoisie, vous voyez, le décalage, c'est clairement cette idée-là. Il arrive avec plein d'ambition, enfin, il veut tout simplement réussir ses études, il n'a pas, on va dire, autre chose en tête, mais alors qu'il va avoir les sirènes s'appeler à lui, il va très vite déchanter. Pourtant, il va se laisser emporter dans ces fêtes un petit peu, presque des orgies romaines, mais version parisienne. Et la première fois qu'il voit son cousin,
Bah, celui-ci se la joue un peu monarque d'un ancien temps, là. Il parle des langues étrangères, notamment l'allemand, bien que ça puisse être assez tendancieux à l'époque, quand même, hein. On n'est que 15 ans après la fin de la guerre. Enfin, 15 ans, 14 ans, quoi. Et à un moment, il va même beaucoup parler allemand, beaucoup même se déguiser en officier très douteux de l'époque d'avant. Ça confère au personnage de Paul une attitude diabolique, qui est renforcée d'ailleurs avec ce petit bouc là. Alors je sais pas si c'est un postiche ou si se laisser pousser, mais c'est pas un hasard. On va penser à Méphistophélès, pardon, dans l'intrigue faustienne par excellence. Mais est-ce que Charles va accepter ce pacte avec le diable et se laisser tenter jusqu'au bout, ou quelles vont être les conséquences de sa vie parisienne, sur ses études, sur sa vie amoureuse, sur son existence tout simplement. Le film est passionnant, vraiment. Il y a d'ailleurs un côté très étrange dans l'utilisation presque d'une musique. Alors, il y a la musique intra, c'est des morceaux classiques, il y a même la chevauchée des Valkyries à la fin, hein, tiens, pour reprendre encore plus une imagerie grandiloquente, douteuse d'une époque d'une quinzaine, vingtaine d'années avant. Il y a aussi de la musique par-dessus, hein, un peu jazzy film noir, et au début, tu as l'impression que ça va être un peu ça, un film noir à la française, un film à la Henri-Georges Clouzot. J'ai pensé un peu à cette idée. Chabrol s'étant inspiré de beaucoup, évidemment, de ces cinéastes-là, que ce soit chez lui, mais aussi, évidemment, on va penser à Alfred Hitchcock. Alors, c'est pas trop Hitchcockien quand même, mais on pourrait aussi penser à cela. Le traitement des femmes dans le film, on y reviendra, mais bon. C'est intéressant d'ailleurs de voir un petit peu ces deux personnages masculins qui sont pas les mêmes, mais qui vont essayer d'être quand même, d'avoir une sorte de correspondance, que ce soit sur la morale ou pas d'ailleurs. Hitchcock l'a peut-être traité ça dans L'inconnu du Nord Express, je crois. Peut-être d'autres trucs aussi qu'on pourrait creuser sur ça, mais bon, restons vagues. Chabrol, il s'appuie sur des bases et il tente d'ouvrir ailleurs. C'est donc cette nouvelle vague qu'il a donc potentiellement instigée, avec Agnès Varda, / Godard, / plein de gens un peu qui ont commencé à... Mais bon, le Beau-Serge avait été considéré comme le premier de la nouvelle vague, bien qu'il y a eu la Pointe courte quand même aussi, hein, que j'ai aussi évoqué l'année dernière, tiens. Et il développe quelque chose d'assez passionnant dans le sens où c'est très classique, académique sur pas mal de points, les intérieurs, la photographie assez clair-obscur, très sombre hein, souvent d'ailleurs, c'est du noir et blanc de l'époque, hein, bien sûr, très bien travaillé et très bien lissé, j'ai envie de dire. Et ces moments d'excursion, alors le côté un peu badinage, oui, ou voir des orgiaques de certaines scènes, c'était très peu vu au cinéma. Donc il y a quand même une liberté qui se met en place ici, mais à quel prix? C'est une liberté cynique, hein, j'ai envie de dire, qui est dénoncée par Chabrol, tu le sens, mais bon, pas que. Je sais pas, il s'en amuse en fait, hein, quelque part. Peut-être qu'avec ses potes de la Nouvelle Vague, c'était ce qu'ils aimaient faire aussi, je ne sais pas. Non, mais pas à ce point-là. Et le côté, on va faire des petites excursions dans Paris, et on filme un peu donc les lieux autour, de l'extérieur. Et ça anticipe un peu ce que Godard, autrement, mais quand même, va faire avec À bout de souffle. Donc cette idée-là, ce nouveau souffle, justement, de la Nouvelle Vague, qui apparaît de temps à autre. Mais on est quand même dans un aspect très dramatique, très écrit. C'est beaucoup plus scénarisé voilà, que ce que feront d'autres auteurs de la Nouvelle Vague par la suite. Godard n'aurait pas pu faire un film comme ça, du moins pas à cette époque-là, ça se sent. Et c'est pour ça, multiples facettes aussi, hein, d'une période qu'on résume trop à certaines choses, mais la Nouvelle Vague, c'était plein de trucs différents en fait. Hein. Et Chabrol commence donc quelque chose de fascinant avec son côté balzacien, donc, qu'il assumait déjà à l'époque, Hitchcockien peut-être pas encore, mais il y a quelques bases. Et cette idée aussi très pessimiste, je trouve, quasi cynique hein, lui-même de son propos. Les destins sont tracés. Quelque part, tu le sens. Il y a une forme de fatum là, et c'est renforcé par un ton particulier du film, par le fait qu'il écrive des lettres à sa maman, par exemple, et c'est ça un peu la narration, c'est-à-dire qu'on le sent piégé, et il ne peut pas en sortir, mais il est là, il va au bout, parce qu'il a cet objectif, réussir ses études, il ne peut le faire qu'à Paris, donc il est piégé, voilà, il ne peut pas s'émanciper lui, alors que pourtant, indirectement, il tente de s'émanciper aussi, en acceptant déjà cet amour, bon, c'était pas prévu au programme, mais voilà, ça lui tombe dessus, et les frasques de son cousin, il y a des moments, bon, il assiste même à une prise de tête qui va mal finir pour un compagnon hein, de fortune, ou d'infortune plutôt, de Paul, et il y a plein de petites choses comme ça, et le film s'étire un peu, c'est vrai qu'il est un poil long quand même sur pas mal de choses, mais ça pose une ambiance,
n'y a pas trop de développement possible autre que ce qui nous est montré là. Mais ça se justifie globalement dans un ton, je trouve, assez dur et sordide sur pas mal de points. Et on peut questionner, alors c'est l'époque, mais quand même, beaucoup de films de la nouvelle vague, on peut le questionner ça. Le traitement des personnages féminins, au final, celle que je plains le plus, c'est Florence, qui se fait manipuler. Alors, certes, un peu facilement. On comprend que Paul, là, il sorte de... Par exemple, le personnage de Jean, qu'il appelle Clovis, parce que l'idée de monarque, de dominateur, on se demande si c'est pas une sorte de rabatteur de femme pour lui. Enfin, c'est un peu douteux, très douteux quand même. Et la façon dont Paul va traiter Florence, la détourner de son cousin, on se demande ce qu'il veut faire, en fait. S'il veut casser, on va dire, le cou de Charles, ou s'il veut presque le protéger de cette vie. T'as un peu l'impression qu'il y a une ambiguïté, là, très très spéciale, mais le film ne nous offre pas plus sur ce point, donc je ne peux pas aller plus loin. C'est que, voilà, entre Paul et Charles, il y a quelque chose. Il pourrait presque y avoir une tension de bromance, mais bon, ce sont des cousins. Et cette idée qu'il va récupérer Florence, au nez à la barbe de Charles, c'est assez dur. T'as un peu l'impression que il se condamne lui-même déjà à cette vie infinie de frasques, de bohème, hein, si vous voulez, donc. Et Bobo Bohème, voilà. Et derrière, il sait que Charles n'est pas fait pour cela, donc c'est comme s'il lui volait cet amour pour qu'après il puisse rentrer sans regret chez lui et poursuivre sa vie telle qu'il voulait la vivre, quoi. Mais bon, c'est très tendancieux sur ce point. Et Chabrol, justement, il nous laisse un petit peu nous questionner sur la moralité, ou la moralité, l'immoralité, vous dites ce que vous voulez, de ces personnages. C'est vrai que les femmes, là-dedans, prennent cher. Hein. C'en est assez navrant, mais bon, ça fait partie du propos total cynique aussi. On va pas du tout qualifier Chabrol de misogyne ou autre, attention. Hein. Après, on verra ce qu'il fera sur le plan féminin, notamment dans les années 90, parce que j'ai ces passages-là en tête, hein, l'enfer ou la cérémonie. Mais je pense qu'il voulait traiter ici d'une époque et d'une forme de réalité dure, acerbe. Donc c'est pas forcément facile, vraiment, d'aller au bout du ton du film, parce que il n'offre pas forcément spécialement d'échappatoire, ou les échappatoires que nous voyons, on voit, hein, c'est dans l'idée de frasques absolues, qui n'ont pratiquement aucun sens. Il y a une scène très bizarre, c'est quasi rituel, où Florence et Charles vont s'embrasser pour la première fois, sous limite la bénédiction du gourou Paul, là, qui mène la danse dans cette soirée. Et après, il va défaire cela. Voilà, il défait les choses, c'est un peu son... Il fait son monarque, en fait. Hein, il a une sorte de cour autour de lui, t'as l'impression. Enfin, il en joue. Et son cousin, là, il est obligé de suivre et de subir. Et je vais faire une mini zone spoiler, parce que la finalité est quand même terriblement difficile. Il y a le fatum absolu, bon bah évidemment, alors, au niveau des examens, alors là c'est le cynisme total. Paul, il a rien fichu de tout le film, hein, mais vraiment, il va réussir son examen. Un petit peu au brio, comme ça, etc. Alors que Charles, il a été à fond tout le temps, à lire, à bûcher et tout, et à cause de ce qui s'est passé avec Florence, tout ça, il va foirer son examen. Il y a une forme d'injustice implacable de cet idéaliste qui ne peut pas réussir sur Paris, qui ne peut donc que rentrer chez lui cul nu, hein, en ayant perdu ses ambitions potentiellement professionnelles pour plus tard, à moins qu'il reprenne derrière, mais ça va être difficile vu ce que je vais dire après surtout. Et il a perdu son amour, etc. Donc justement, à ce moment-là, on se demande mais qu'est-ce qu'il va devenir de lui, parce que c'est affreux comme situation. À un moment, il jette des trucs dans la Seine, enfin j'imagine que c'est la Seine, on se demande même s'il va pas se jeter dedans, enfin, c'est assez obscur d'ailleurs, une scène très obscure dans l'obscurité de l'eau sombre dans la nuit, enfin il y a quelque chose d'assez marqué là-dessus. Et derrière il va jouer à la roulette russe en contemplant une chance sur 6 pour que Paul meure, quoi. Pendant que son sommeil il tire, bon bah la balle elle n'était pas dans le bon, au bon endroit dans le barillet, mais peut-être que c'est tant mieux pour lui. Lui il aura le droit à sa rédemption, tandis que Paul finalement va être puni quand même de son attitude par quelque chose de terrible. Après, il prend l'arme, là, en mode, il va jouer, parce qu'il joue, cette arme, elle n'est jamais chargée, il joue depuis le début. Sauf que là, il ne sait pas que Charles y a mis une balle dedans, et évidemment, Paul, en tirant, il va tuer Charles, hein, parce qu'elle était pour lui, la balle. C'est-à-dire que c'est un suicide indirect, finalement, qu'il va faire Charles avec cet acte-là, et Paul va devenir un tueur indirect, finalement, parce qu'il a tué l'idéalisme de Charles, et donc sa vie, d'une certaine manière. Donc il y a cette finalité-là, finalement, qui a une forme de morale finale, qui déconstruit globalement ce qu'on pouvait sentir comme cynique et presque. C'est comme si, regardez le personnage de Paul en lui excusant tout, mais non, arrivé au bout,
Chabrol retourne la situation quand même et ponctue le film comme il devait le ponctuer, même si ça fait un peu... C'est très écrit, c'est très tragédie grecque, enfin, ou romaine, tout ce que vous voulez. Là, on est dans l'ordre de quelque chose. Mais finalement, la nouvelle vague aimait bien faire ça aussi. Rappelez-vous la fin d'À bout de souffle, quand même. Au final, il y a toujours cette idée de doigt de Dieu, alors peut-être pas de Dieu, du destin qui remet les choses en place. Mais bon, au final, quelque part, hein, ces existences-là de l'époque, dans ces films-là, on peut le dire, hein, c'est dégueulasse. Voilà, qu'est-ce que c'est dégueulasse, comme dirait... Voilà, pour paraphraser la fin donc d'un autre film de Nouvelle Vague que je viens de citer. Je ferme la zone spoiler. Ah, c'est bien, les cousins. C'est bien, c'est dur. On va dire que c'est dur sur le spectateur ou la spectatrice. La spectatrice d'aujourd'hui qui voit ce film, elle va encore plus souffrir aussi pour pas mal de raisons. Mais globalement, là, l'amateur de cinéma qui tombe dessus sait que ça va être tendu et difficile jusqu'au bout. Tu vois pas trop de portes de sortie, à moins que, hein, je vous renvoie à la zone spoiler, mais c'est pas celle qu'on pourrait attendre. C'est assez dur, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir Chabrol faire ici un virage. Il y a quelque chose d'obscur et de sombre, de tragique, comme dans le Beau Serge, mais autrement, cette idée que la vie ne nous offre pas toujours ce qu'on veut, quoi qu'on veuille. Et finalement, le personnage de Gérard Blin, les deux personnages de Gérard Blin se retrouvent déçus et déchus de leurs espoirs ou leurs ambitions d'une certaine façon. Brialy, il peut pas être... voilà, j'aime bien la façon d'utiliser ces deux acteurs sur ces deux films. On aurait presque pu inverser les rôles là sur ce deuxième film, peut-être. Parce que Brialy en beau gosse, dandy, oh oui, bah, finalement c'est un petit peu cette image qu'il a reçue par la suite aussi, donc c'est peut-être ce film-là qui lui a, on va dire qu'il l'a confiné quelque part dans cette idée. Mais c'est quand même assez brillant sur pas mal de points, mais il y a des points aussi évidemment qu'on pourrait revoir. Les aspérités qui sont très dures de tout le film font que ça manque d'autres formes d'aspérité aussi par moment. Et qu'il y a des scènes qui durent, bon, ok, le quotidien on comprend très vite, peut-être que c'était pas la peine de trop insister notamment sur le surjeu de l'extravagance de Paul, mais ça fait partie aussi de ce personnage. Ça lui confère, pour le coup, une forme d'attitude quasi littéraire, quasi théâtrale, qui fait que dans cette réalité-là, l'idéaliste provincial terre-à-terre, lui, ne peut rien. Et ce ne sont pas ces lettres que nous entendons écrites à sa mère qui changeront la donne. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. C'est intéressant d'en discuter. Et puis voilà, hein, c'est passionnant. Le cinéma de Chabrol, voilà, bon, je commence à y rentrer un peu plus de plein pied, et il m'en manque évidemment énormément. Il a été très prolifique, le monsieur. Voilà, donc à vous la parole sur ce film ou sur la filmographie de ce metteur en scène. Et on en parle. Je vous dis à la prochaine. Ciao!